LFI a été convoqué pour l'apologie du terrorisme. Ah non, mais c'est la liberté d'expression. C'est intéressant de voir comment ceux qui violent la liberté d'expression en disant CNews n'a pas le droit de parler, on ne vient pas sur votre plateau, taisez-vous, il faut les faire taire, manquent de liberté d'expression lorsque leur tour est arrivé. Donc on voit en tout cas que la liberté d'expression, elle n'existe plus. Elle est en décrépitude, mais j'espère qu'il y a une dernière lueur d'espoir pour cette liberté qui est la définition même de la France. Bonjour Christine Kelly. Bonjour Gabrielle, ravie d'être là. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, je n'ai pas besoin de vous présenter aux lecteurs de Boulevard Voltaire, mais je vais le faire quand même. Donc, vous êtes journaliste, vous avez été le plus jeune membre du CSA de 2009 à 2015 et vous animez aujourd'hui la célèbre émission Face à l'info sur CNews et vous écrivez aussi une chronique hebdomadaire dans le JDD. C'est bien ça. Exactement. Alors, après Liberté sans expression, vous venez de publier Femmes en politique, premier bilan, aux éditions du Cherche Midi. Alors, puisque nous sommes en pleine période électorale, nous pouvons peut-être évoquer en préambule un fait un peu méconnu, c'est-à-dire que les femmes en France ont eu le droit de vote tardivement, et vous expliquez pourquoi, et c'est assez drôle parce qu'on garde dans l'idée que la gauche est toujours féministe. Eh bien non, pas forcément. Oui, c'est vrai qu'on est en 1944, lorsque les femmes ont le droit de vote par un amendement, même pas par une loi. C'est quand même incroyable. On parle en ce moment du Front populaire de Léon Blum, et c'est intéressant de voir que c'était à l'époque de Blum, en 1936, qu'on a vu, à cette époque-là, qu'on a vu en tout cas les 3 premières femmes au gouvernement, sans même qu'elles aient le droit de voter, sans même qu'il y ait effectivement ces femmes qui aient ce pouvoir, ce droit, même pas ce pouvoir, de vote, entre guillemets. Et c'est quand même assez surprenant que notre démocratie soit aussi tardive sur ce droit de vote des femmes, et ça donne à réfléchir. Oui, et c'est vrai que on dit que la gauche ne voulait pas que les femmes aient le droit de vote parce qu'on craignait qu'elles votent comme leur curé. Exactement, c'est ce que j'explique dans mon livre. Exactement. Elles étaient Exactement. trop proches du clergé, donc elles n'avaient pas suffisamment d'intelligence pour pouvoir se détacher et pouvoir voter sereinement. Donc on ne voulait pas qu'elles votent. C'est quand même assez stupéfiant de penser cela des femmes. C'est très amusant cet épisode méconnu. Alors pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre et pourquoi ces 30 femmes plutôt que d'autres? Alors pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre? En tant que femme, je me reconnais pas dans le néo-féminisme d'aujourd'hui, et je me suis dit, mais on a tellement parlé des femmes au pouvoir, on a tellement parlé de la conquête des femmes au pouvoir, on a tellement parlé de ces lois sur la parité en juin 2000, mais aussi avant, etc. Quel résultat aujourd'hui? 37% des femmes à l'Assemblée nationale, 36% des femmes au Sénat, 45% des femmes conseillères municipales et 20% des femmes maires. OK, ça c'est le constat, OK, d'accord. Ça veut dire que ça n'a pas beaucoup évolué, ça n'a pas beaucoup aidé, entre guillemets. Mais aucun article, aucun documentaire, aucune émission ne s'est réellement penché, d'après mes enquêtes, sur l'exercice du pouvoir des femmes. Et c'est intéressant, Gabrielle, parce que j'ai cherché. Et je me suis rendu compte que, dans un documentaire, on va regarder l'exercice du pouvoir des femmes. Regardez, elle a d'abord enlevé ses chaussures à talons. Donc on reste toujours dans l'image et jamais dans le fond. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Et c'est ce que j'ai voulu montrer à travers le livre, dresser 30 portraits pour qu'on puisse piocher, regarder avec une juste distance qui elles sont, mais qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement, et pour que le lecteur puisse lui-même juger et se poser la question, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se poser la question de ce bilan des femmes? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, je reviens sur votre question sur comment je les ai choisies, de se poser la question, est-ce qu'on a le droit d'être déçu du bilan des femmes? On peut se poser la question, est-ce qu'on peut s'arrêter et se demander juste, tiens, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont exercé le pouvoir comme les hommes politiques? Est-ce qu'elles ont apporté
tout ce qu'on avait dit à l'époque. Plus de féminité, plus d'écoute, plus de réflexion, plus d'éthique, plus de transparence, etc. Et est-ce que c'est cela finalement? Comment j'ai choisi ces femmes? Alors déjà la couverture, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, pourquoi vous avez mis Christiane Taubira? Pourquoi vous avez mis Anne Hidalgo? Oui, j'ai voulu mettre mis effectivement... Christiane Taubira à côté de Marine Le Pen, ce qui est assez baroque. C'est assez baroque et surprenant. Et c'est le but aussi. C'est-à-dire que je voulais vraiment mettre des femmes de tous horizons, de tous âges. Et c'est ça aussi la façon, ça a été mon critère de sélection dans le livre. Un peu des femmes de tous horizons, de tous bords politiques, de tout âge, celles qui ont été au pouvoir, qui ne le sont plus aujourd'hui, celles qui sont au pouvoir, etc. Afin que le téléspectateur puisse, le lecteur, pardon, je dis toujours téléspectateur, puisse être juge et se faire lui-même un peu sa propre opinion sur ces différentes femmes qui sont en exercice de pouvoir. En tout cas, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, je parlais des chiffres tout à l'heure aussi qui sont assez négatifs, on va dire, sur la parité qui n'a pas réellement obtenue, mais aujourd'hui, on est au stade où les femmes ont atteint tous les postes importants. Marine Le Pen qui a été 2 fois au second tour de la présidentielle, Ségolène Royal qui a été aussi au second tour de la présidentielle, Yael Braun-Pivet qui a été première femme au perchoir, etc., etc. Donc on est vraiment arrivé à un moment où il faut s'asseoir, se poser et regarder ce bilan des femmes en politique. Alors Marine Le Pen pourrait être la première femme présidente de la République, mais curieusement, ça n'a pas l'air de transporter de joie les féministes. On peut se poser la question. Alors, vous évoquez une femme qui est un peu oubliée, alors que ça a été, elle a occupé de grands postes avec une certaine dignité, il faut bien le dire, qu'on soit d'accord ou pas avec elle. C'est Michèle Alliot-Marie. Et vous dites qu'elle était contre les quotas en politique. C'était un peu la seule. Et vous partagez cet avis? Et je partage cet avis. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, pourquoi je partage cet avis? C'est que malgré tous les textes sur la parité, alors bien sûr sur les européennes, une femme, un homme, ok d'accord, mais regardons l'Assemblée nationale, malgré tout ça, on n'a pas atteint la parité. Et moi, je suis comme Michèle Alliot-Marie sur le fait que regardons les compétences au lieu de l'apparence. Regardons ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut apporter au lieu de regarder que ce soit une femme. Regardons justement ce qu'on peut faire au lieu de regarder le genre. Et là, on est en train de conforter et de réduire, selon moi, avec des textes comme ceux-là sur la parité et les quotas, la femme à son genre. On croit qu'on la promeut et en fait, pour moi, on la réduit. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas de mon avis, mais c'est mon avis, c'est mon regard. Et ça se trouve, on aurait peut-être laissé les femmes sans texte sur la parité, qu'il y aurait peut-être plus de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bon, l'Assemblée nationale, pour ce qu'il en reste, en tout cas. Mais au Sénat, pour l'instant, elles ne sont que 36%. Et ce que je veux aussi faire passer comme message avec mon livre, c'est que finalement, au bout du bout, les femmes sont des hommes politiques comme les autres. Laissez-les accéder au pouvoir comme un homme politique, sans regarder le genre, sans regarder que c'est une femme, puisque finalement, au bout du bout, elle n'apporte pas plus de réflexion, ni moins de réflexion, ni plus de douceur, ni moins de douceur. Donc, laissez le pouvoir aux femmes comme aux hommes politiques. Alors, Glucksmann parlait récemment de brutalisation de la vie politique. Est-ce que les femmes sont moins brutales, moins cyniques? Y a-t-il moins de coups bas? Est-ce que la sororité est un concept auquel vous croyez? Alors, justement, sororité, on repassera, pour moi, justement, au niveau des femmes au pouvoir. Regardons, par exemple, Martine Aubry et Ségolène Royal en 2008, pour avoir la tête du PS. Où est la sororité? Elle n'existe pas. Regardons par exemple Anne Hidalgo et Rachida Dati et la guerre au sein de la mairie de Paris pour la sororité, on repassera. Et on peut passer comme ça, effectivement, et en regardant à travers le livre, la sororité n'existe plus lorsqu'on est au pouvoir. Et c'est pour ça aussi que je dis que finalement, la femme politique est un homme politique comme les autres. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle va regarder? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà, je vais attaquer. Lorsqu'il faut être agressive, elle est agressive. Lorsqu'il faut être autoritaire, elle est autoritaire. Comme Michèle Alliot-Marie, regardons, elle a incarné la dignité et tous les postes régaliens. Et personne ne peut dire qu'elle a été plus dans la sororité, par exemple, qu'un homme politique aurait aidé des frères. Vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets.
Alors, la doyenne de votre livre, sauf erreur de ma part, c'est Feu Marie-France Garot. C'était une femme que vous admiriez. Elle aussi, c'était quand même un homme politique au sens noble du terme. Oui, voilà, j'aime bien ce profil de femme qui a été dans l'ombre, mais qui a été solide, qui a été dans les couloirs dès 30 ans, dans les couloirs du garde des Sceaux, dans l'équipe du garde des Sceaux dès 30 ans, dès lorsqu'elle avait 30 ans, qui a été l'artisan, dans l'ombre en tout cas, du nom à Maastricht, etc. Marie-France Garot, voilà, ça c'était une femme. Et pour moi, ça fait partie aussi des femmes qui ne mettent pas en avant leur féminité, mais qui mettent en avant leurs convictions, leur façon de faire de la politique. Et je trouve que c'est important de penser les femmes comme les hommes politiques. Alors, on peut parler peut-être de la campagne aux européennes. On a accusé Emmanuel Macron et Gabriel Attal de sexisme parce qu'ils étaient venus soutenir Valérie Hayé et l'aider à conduire cette campagne, parce que femme au volant, mort au tournant, comme on dit. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez? Est-ce qu'ils ont fait preuve de sexisme à l'endroit de Valérie Hayé? Je ne sais pas si j'utiliserais le mot, mais en quelque part, la question que je me pose, c'est que si c'était un homme qui était assis là, en train d'être interviewé, un homme en difficulté dans les sondages, est-ce que Gabriel Attal serait arrivé de façon impromptue pour venir l'embrasser? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, quelque part, on peut se poser la question. Alors, je ne sais pas si c'est du sexisme ou pas, mais on a le droit de se poser la question et de voir que on a quand même l'impression d'un certain manque de respect par rapport à Valérie Hayé et par rapport au fait qu'elle soit réduite, pour moi, à une femme dans ce genre d'attitude. Et pas à ses compétences. On ne regarde pas forcément ses compétences. C'est mon avis. Une question qu'on peut se poser quand même, parce que vous disiez que les femmes, et je partage assez ce point de vue, sont similaires aux hommes, ni plus compétentes, ni moins compétentes. Il n'y a pas un supplément de douceur, ni moins d'autorité. Mm-hmm. Mais néanmoins, est-ce qu'elles n'ont pas les pieds sur terre du fait de leur qualité de mère de famille? C'est des éléments qui ont été mis en avant par Ségolène Royal, par Marine Le Pen, par Marion Maréchal. Elles connaissent le prix du ticket de métro et du pain au chocolat. Oui, on peut dire ça, mais dans l'exercice du pouvoir, bon, je ne suis pas sûre qu'on a véritablement vu une différence. Alors, peut-être que si Marine Le Pen est au pouvoir, elle apportera cette différence, je ne sais pas. Mais je n'ai pas véritablement vu cette différence. Pourquoi? Rachida Dati, quelqu'un que j'apprécie énormément pour le fait d'avoir gardé sa féminité tout en ayant accompli des réformes exceptionnelles, très difficiles, sous Nicolas Sarkozy, comme les peines planchées, qui étaient aussi pour les mineurs que François Hollande a fait sauter. On aimerait bien que ces peines planchées puissent être encore là aujourd'hui. Mais lorsqu'elle a été accouchée de sa fille, 3 jours après, elle était au travail. Donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir est-ce qu'effectivement les femmes ont vraiment mis dans l'exercice de le pourvoir le fait qu'elles soient plus proches peut-être effectivement de la notion de famille, plus proches. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être une troisième voie pour faire de la politique, celle justement où on aurait peut-être plus d'écoute, celle justement où on serait peut-être plus proche des gens, celle justement où on pourrait peut-être avoir encore un peu plus d'humilité et se dire, écoutez, je vous entends, j'entends ce que vous me dites et je change d'avis, là, en direct. Imaginons un débat de second tour de l'entre-deux tours de la présidentielle et qu'on ait une femme qui dise, je ne sais pas, voilà, je me faites changer d'avis sur ce point-là, je suis en train de réfléchir et je peux vous accorder ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un peu d'humilité, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que les Français ont envie aussi d'une certaine humilité en politique. Pas uniquement de la dureté, pas uniquement de l'autorité, mais aussi de l'écoute. Écouter pour pouvoir s'adapter à la société aujourd'hui qui change extrêmement vite, au lieu de rester parfois sur ces positions ancrées qui peuvent exploser en cours de route, et on le voit avec la politique aujourd'hui.
Là, vous avez parlé d'un ancien garde des Sceaux, d'une ancienne garde des Sceaux, on peut parler d'une autre. C'est Christiane Taubira qui a appelé à voter la France insoumise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris? Non, pas du tout, pas du tout. Parce je rappelle qu'elle est dans votre livre. Hein. Oui, elle est dans mon livre et c'est quelqu'un avec entrées. qui j'ai travaillé sur les familles monoparentales. J'aime beaucoup sa diatribe et son verbe et j'aime beaucoup son intelligence et sa culture. Et après, on peut effectivement se poser la question moi, je la définis dans le livre comme étant un peu la précurseur en fait du wokisme. Et certains peuvent applaudir qu'elle a mis en place certains textes, le mariage pour les homosexuels, etc. Mais on peut se poser beaucoup de questions effectivement sur sa radicalité à gauche. En tout cas, je laisse le lecteur lui-même se faire son opinion sur mon portrait habilement dressé. Alors peut-être, si vous m'y autorisez, on peut un peu parler d'actualité. Est-ce que vous m'y autorisez? Oui. Nous traversons une période quand même très troublée de recomposition politique. Vous avez reçu à Face à l'info Éric Zemmour et Éric Ciotti. C'est l'heure des Éric aujourd'hui. Oui, exactement. Et qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous pensez que c'est un moment historique que nous vivons? Oui, je pense qu'on vit vraiment un moment historique. Et je pense qu'Éric Zemmour, on voit qu'il vit la politique avec ses tripes. Il découvre la politique avec ses blessures, ses souffrances, ses forces et ses faiblesses. Lui qui a pour la première fois réussi avec son parti Reconquête à avoir des élus, en même temps, il a eu les premiers coups de couteau de la trahison. C'est ça aussi la politique. Et il faudra voir comment il s'en sort, qu'est-ce qui fait du parti Reconquête. Et ça, c'est passionnant à observer. De l'autre côté, Éric Ciotti, intéressant de le voir sur le plateau, ce courage, cette force, cette sérénité, cet aplomb, et se dire que je suis président des LR. Juridiquement, on ne peut pas me détrôner. Il faut avoir ce courage face à tous les ténors de la droite, face à Gérard Larcher, le deuxième personnage de l'État, face à Valérie Pécresse, la plus grande présidente de la plus grande région de France, face à tous les ténors du parti, dire je suis pour les lecteurs, je suis pour les Français, je suis pour la France. Quel courage! J'ai admiré ce courage chez Éric Ciotti. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir cet affrontement entre les partis et le peuple, entre les ténors, justement, et ce que pensent les Français. Et ça, c'est intéressant à suivre, c'est passionnant, palpitant à observer. Je pense que pour la première fois, peut-être, il y a des partis politiques ou peut-être des hommes politiques qui vont écouter sérieusement les Français. Et vous évoquiez dans votre précédent livre la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez que la liberté d'expression a pu gagner du terrain depuis que vous avez écrit votre livre, ou au contraire, cette liberté s'est contractée? C'est intéressant ce qui s'est passé, je pense, depuis mon livre, c'est de voir que la liberté d'expression a été promue, criée, applaudie, appelée par la gauche. Par ceux qui squattaient les universités, se sont dit ouais, mais elle est où la liberté d'expression, laissez-nous parler. Lorsque LFI a été convoqué pour l'apologie contre le terrorisme, ah non, mais c'est la liberté d'expression. C'est intéressant de voir comment ceux qui violent la liberté d'expression en disant CNews n'a pas le droit de parler, on vient pas sur votre plateau, taisez-vous, faut les faire taire, crient à manque de liberté d'expression lorsque leur tour est arrivé. Donc on voit en tout cas que la liberté d'expression, elle n'existe plus, elle est en décrépitude, mais j'espère qu'il y a une dernière lueur d'espoir pour cette liberté qui est même la définition même de la France. Alors merci Christine Kelly, Merci. Je recommande vivement aux lecteurs de Boulevard Voltaire votre livre « Femmes en politique ». Premier bilan, ce sont des portraits tout à fait intéressants. J'ai découvert plein d'anecdotes sur chacune. Il y a beaucoup de citations aussi que j'ai relevées de Blondin. Enfin, c'est un livre passionnant. Et pour sortir un peu de ces périodes troublées et prendre un peu de recul, c'est parfait. Donc Christine Kelly, Femmes en politique, premier bilan, Le Cherche Midi. Chers lecteurs de Boulevard Voltaire, passez un bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à notre lettre quotidienne et à notre site. Merci Christine Kelly. Merci beaucoup Gabrielle, avec plaisir.